Je vous propose qu'on commence puisqu'il est 33. Je pense que tous ceux qui devaient se connecter se sont connectés ou bien se connecteront en cours de route et prendront la présentation. On ne va pas vous faire attendre plus longtemps. Voilà, comme je ne sais pas si tout le monde était là lors de la fois précédente, je me représente, mais très brièvement. Donc, c'est Claudine Nepos. J'ai intégré le service juridique de TUI France il y a maintenant un peu plus de 15 ans. Donc aujourd'hui, parmi plusieurs tâches diverses, j'ai en charge le pôle précontentieux qui s'appelle l'expertise. Pour les mandataires, vous avez peut-être déjà eu affaire à ce tout petit pôle du service juridique. Il y a quelqu'un qui arrive, donc je pense qu'il faut que j'accepte. Ah non, c'est fait. Euh, avec notamment Céline qui répond, qui vous aide dans les réclamations. Aujourd'hui, l'objectif, hein, donc, c'est pas de vous faire encore une fois un cours de droit, puisque dans le cadre de l'ESCAET, il y a un avocat, je crois, qui intervient pour cela et dont c'est le métier. Donc, on le laisse faire. Nous, l'idée, c'est de naviguer finalement dans le code du tourisme, mais sous le prisme du professionnel, sur la base de cas réels rencontrés hein, au fil du temps. Voilà, donc c'est un peu l'idée de voir finalement le code du tourisme, qui est donc un texte, hein, qui est la réglementation, et puis son application effective, opérationnelle, etc. Ça me permet de vous rappeler qu'il y a nécessairement des nuances entre le texte brut et la pratique terrain. Vous avez dû, pour ceux qui sont déjà en agence, vous avez pu vous apercevoir que parfois il existe des nuances qui vous posent pourquoi pas question. En fait, ça s'explique tout simplement par le fait que le texte doit être aussi interprété en fonction de nombreux facteurs, c'est-à-dire un dossier n'est pas toujours similaire à celui du voisin. On évalue le contexte, on évalue les pièces du dossier, les conditions contractuelles, etc., etc. Donc, il y a effectivement la réglementation, donc on est censé évidemment rester dans les clous, mais l'analyse se fait de manière systématique au cas par cas. C'est ce qui peut parfois vous sembler un peu déroutant en vous disant bah, je ne comprends pas, pour le client A, on a fait ci, pour le client B, on a fait ça, ou telle agence me dit que son client a eu ça, pourquoi moi j'ai pas la même chose? Bon, bah, c'est simplement parce que les dossiers peuvent paraître de prime abord très similaires et en réalité, à l'analyse, on s'aperçoit qu'il y a des éléments à prendre en compte et qui nuancent ensuite le résultat. Voilà. Ensuite, bah, je vous propose qu'on rentre de nouveau dans la présentation. On va commencer par un petit quiz qu'on n'avait pas eu le temps de faire à les précédentes sessions, mais qui permettra par une question d'aborder une petite jurisprudence, de la vous présenter rapidement. Et puis, ça met un petit peu un côté ludique parce que vous pourrez répondre dans la conversation Teams. Je pense que vous la voyez sur le côté. Donc, l'idée, si vous avez envie de répondre à la question posée, bah, faites-le. Et puis, c'est toujours plus sympa, je trouve, de procéder ainsi. C'est parti. Donc là, on avait fini la précédente séance sur tout ce qui était l'information précontractuelle. C'est pour ça que le quiz, la question quiz porte sur ce thème. Alors, la mise en situation. On se dit, vous avez, vous, vendu un circuit touristique au Panama, du Panama au Guatemala avec une correspondance aux États-Unis. Vos clients manquent la correspondance en raison de la longueur des formalités aux États-Unis. Ils sont arrivés avec un jour de retard. Ça les a privés d'une excursion ou d'étapes essentielles de leur circuit. Bien évidemment, quand ils rentrent, ils ont envie d'être remboursés. Ils vous considèrent complètement responsable de la situation. Pour vous, quelle est la réponse la plus adaptée dans ce cas? A, la responsabilité de votre agence n'est pas du tout engagée.
Vous n'avez qu'à se dépêcher, hein. En se dépêchant, vous êtes persuadé qu'il aurait pu avoir la correspondance. B, l'agence, dans tous les cas, est toujours responsable, comme on a vu, elle a une responsabilité de plein droit, donc pas de sujet. Elle doit être condamnée, on ne discute pas, c'est évident, on ne peut pas y échapper. Réponse C, la responsabilité de l'agence est potentiellement engagée sur sa responsabilité de plein droit, sauf si elle démontre, avec des éléments factuels, hein, pas uniquement le dire, avoir fourni une information au client suffisamment important et lui avoir conseillé de prendre des dispositions pour éviter toute difficulté. Alors, ça peut être, par exemple, de comment dire, des dispositions. Ça peut être, puisqu'on faisait un circuit touristique avec escale, ça pouvait être de dire, ben, décalons le vol intérieur, faites attention, vous devrez vous dépêcher, vous n'avez pas à récupérer vos bagages, ou au contraire, vous devrez récupérer vos bagages. Donc surtout, hâtez-vous d'aller les récupérer, ne traînez pas dans les couloirs, à la boutique, etc. Donc en tout cas, tous les conseils utiles, si elle les a donnés, on a potentiellement une responsabilité engagée, mais on a de quoi se défendre et on pourrait ne pas être condamné. Selon vous, voilà, laquelle vous semble la plus pertinente? Alors, je vois qu'on a déjà deux réponses C. En fait, vous êtes unanime là-dessus. Je pense qu'il y a aucun doute. Effectivement, la réponse C est la bonne. Si on est capable de démontrer, encore une fois, c'est pas toujours facile, hein, parce qu'il faut soit des écrits, euh, c'est le mieux d'ailleurs, hein, les écrits, soit le descriptif produit le disait déjà. Donc on a quand même une possibilité, mais encore une fois, il suffira pas de dire mais je le lui ai dit. Ça ne suffira pas puisque quand on sera devant le juge, on devra donner des preuves concrètes et on ne peut pas se faire, comment pourrais-je vous dire ça? On ne peut pas se faire des preuves à soi-même. C'est-à-dire, il ne suffit pas de s'écrire, oui, mais je le lui ai dit par oral ou je l'ai appelé pour le lui dire. Il faut vraiment pouvoir avoir la trace de l'information. Donc là, on a une décision qui est un petit peu vieille, mais qui tient toujours la route. C'est celle de 2011. C'est la Cour d'appel de Chambéry, hein, qui avait dit que l'agence, évidemment, elle n'est pas responsable, hein, de la longueur des formalités sur place. En revanche, elle est censée bien informer le client de la particularité, hein, de ces problématiques qui se rencontrent assez régulièrement, visiblement, sur les États-Unis. Donc, au moment de la conclusion du contrat, ou même du choix du voyage, hein, si vous voyez que c'est un client qui semble avoir du mal à se déplacer, qui n'est pas rapide, ça peut faire partie du devoir de conseil de dire attention, pour ce circuit ou pour ce voyage, vous avez un vol qui transite vers les États-Unis. Attention, les formalités entre les deux vols peuvent être très longues. Il peut parfois, moi ça m'est arrivé à titre personnel, on a dû courir pour avoir le vol. Il y a des gens qui ne sont pas capables de courir, même s'ils le souhaitaient. Donc, si on s'aperçoit d'une difficulté évidente pour le client, on ne va pas lui refuser la vente. En revanche, il faut qu'on le lui dise. Sur ce sujet-là, bon, comme vous le savez, pour tous les mandataires, les conditions générales de vente de TUI France comportent des recommandations d'ordre général sur le temps de connexion. C'est une recommandation, j'insiste, générale. Donc, vous, si vous avez connaissance d'une particularité sur votre dossier qui demande, par exemple, je crois qu'on doit mettre 2 ou 3 heures, hein, de connexion. Si pour vous, il est évident que soit en raison de la situation du client, soit parce que le voyage nécessite une recommandation autre, en tant qu'agent de voyage en face du client, vous pouvez avoir à préciser, on recommande en général 3 heures. Pour ce cas particulier, moi, j'insiste et je préconise d'y ajouter 1 heure supplémentaire.
Alors, je vois qu'il y a des questions, je finis là et je viens sur les questions ensuite. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au final, c'est vous qui êtes face aux clients, c'est vous souvent qui vous chargez de faire des pré-acheminements, des post-acheminements, parce que cette recommandation, elle compte aussi pour ça, dans ces conditions-là. Donc, comme vous êtes en face du client, justement, comme je vous disais, le client qui se déplace lentement ou avec des difficultés apparentes, c'est vous qui êtes en mesure de voir et de vous protéger dès le début. Dire, bon, peut-être que là, sans bien sûr, il ne faut pas entrer dans la discrimination. Hein, il ne faut pas lui dire, moi je me rends compte que vous ne serez pas capable de le faire. On ne va pas le dire comme ça. Dire, voilà, je voudrais préciser que pour tous les gens qui ont des difficultés de déplacement ou qui veulent prendre le temps, etc., votre pré-acheminement, votre post-acheminement peut nécessiter un temps de connexion beaucoup plus long. Moi, je vous recommande tel vol ou je vous recommande telle autre option. Alors, dans ce cas, il faut joindre les formalités du pays signées par le client, sinon nous n'avons pas de preuve écrite. Alors, je ne suis pas sûre que la fiche formalité précise clairement les temps de connexion. Si c'est le cas, bien sûr, vous pouvez très bien le lui faire signer et conserver l'exemplaire où on voit l'information. C'est une façon de démontrer. Ça peut être aussi quand vous faites un devis. Vous faites le devis, vous pouvez procéder comme ça aussi. Alors je pense que peut-être que techniquement c'est plus facile pour moi à dire parce que bon, c'est vous qui êtes en face du client. Parfois vous dites le devis, ça me prend un peu plus de temps, etc. Mais il est vrai que souvent le devis, ça permet de mettre des informations, c'est-à-dire vous pouvez mettre, ben voilà, on recommande un temps de connexion ou on recommande de prendre un pré-acheminement qui arriverait au moins tant de temps avant. Là, sur le devis, c'est une bonne option aussi, parce que du coup, votre client vous valide le devis, il a l'information écrite, et vous conservez le devis ensuite. Faut-il une remarque écrite sur le contrat? Stipulance horaire temps de ayant prévenu. Oui, dans le contrat, vous avez une partie observation qui existe. Alors, je le dis avec un petit warning. Il ne faut pas tout écrire, hein, il ne faut pas l'utiliser à mauvais escient en se disant je vais tout mettre dans cette partie observation parce que tout ce qu'on écrit sur le contrat est engageant. Mais effectivement, on peut bien mettre attention. Correspondance peut être longue, il est recommandé, et puis là, vous faites votre recommandation. Comme ça, le client qui signe le contrat a l'information sur son contrat, et oui, vous avez la preuve de l'avoir prévenu. Ensuite, on a une troisième question. Dans le cas d'un voyage accompagné en groupe, si le client n'a pas d'autre choix que de s'inscrire et que le programme inclut une excursion essentielle des premiers jours d'arrivée, qui est responsable? Alors là, si je comprends bien, hein, vous me dites, Anaïs, si c'est bien le cas. On prend le circuit déjà tout fait de A à Z par un Théo quelconque, que ce soit TUI ou peu importe, un autre. Et là, le client rate la correspondance. Eh bien, là, on va être dans un cas un petit peu, voilà, un petit peu plus compliqué parce que on va devoir étudier les conditions de ce loupé. C'est-à-dire, pour le coup, ce ne sera pas l'agence, puisque l'agence n'a pas proposé les vols, hein, ils sont déjà inclus. Elle n'avait pas le Théo en question ne peut pas venir vous dire c'est de votre faute, c'est de votre faute, vous aviez qu'à prévenir le client, etc. Sauf, comme je vous dis, si le client dit mais moi je comprends pas, on m'a vendu ce circuit, l'agence a bien vu que je me déplaçais avec une canne, que je n'aurais pas été capable de faire cette correspondance. Là, potentiellement, le Théo pourra vous dire, bah, vous avez réservé ce circuit pour votre client, le circuit n'était pas adapté à sa situation, peut-être qu'il pourra tenter, en tout cas, de dire que il y a un petit peu
l'agence. Mais ça pourra se défendre, je pense, en fonction des situations. De la même façon, en revanche, si le client se déplace tout à fait normalement, pour l'agence, pour moi, sa responsabilité, elle sera suffisamment limitée. Ce sera au Théo quand même de se débrouiller avec la situation. Ça ne veut pas dire que le Théo sera nécessairement responsable. S'il arrive à démontrer que seul ce client n'a pas pu récupérer ses bagages, n'est pas arrivé à l'embarquement du second vol, il aura quand même un dossier, je pense, assez solide pour dire, bah, écoutez, en tout cas, dans 99,9% des cas, les clients ont embarqué. On peut donc mettre en doute le fait que le client n'était effectivement matériellement pas en mesure de prendre ce second vol. Est-ce que c'est clair? Super. Ensuite, formalité USA et retard de vol. Quand vous dites formalité, vous voulez dire le temps de passer, de repasser les douanes, etc., les contrôles, j'imagine. Bah ça c'est pareil, les contrôles, bah, de la même façon, si on a 15 clients ou 20 clients qui n'ont pas réussi à les passer, on peut se poser la question, est-ce que effectivement il y a eu un vrai problème au niveau de la connexion douane? Si on a un seul client, je reviens à ce que je disais un petit peu plus tôt, le Théo pourra se poser la question, est-ce que effectivement, matériellement, le client ne pouvait pas arriver à temps, ou est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui a pris son temps finalement hein, pour y aller. Donc ça, c'est aussi pareil en tant qu'agent de voyage, moi je vous recommande de dire à vos clients, voilà, on peut être tenté de prendre son temps, mais mieux vaut attendre à l'embarquement que rester coincé parce que à la douane ça bloque, etc. Donc les inciter en fait hein, voilà, à lutter contre la tentation de se promener avant d'arriver. Vous avez d'autres questions sur ce quiz? Non, c'est bon. Donc on va passer à la formation du contrat avec le client et ça va intéresser, je pense, ceux qui effectivement ne connaissent pas le contrat de vente TUI France, mais pour les mandataires, c'est aussi, je pense, important de revoir les éléments sur lesquels il faut qu'on fasse attention. On a régulièrement hein, des petits cas de litige sur le contrat et donc il faut quand même être vigilant sur un certain nombre de points. Donc, en termes d'obligations, déjà pour commencer, euh, la précédente rédaction du Code du tourisme, elle imposait de faire les contrats, disons, imprimés par écrit, signés des deux parties, etc., etc. Aujourd'hui, moi, je ne vais pas vous dire de ne pas faire signer vos clients, parce que ce serait une erreur monumentale, parce que c'est la meilleure preuve que le client a eu les informations, c'est quand il est contresigné. En revanche, en termes de texte, vous voyez, c'est encore là où je vous dis qu'il y a des nuances entre l'opérationnel et le texte. Aujourd'hui, il dit l'agence doit fournir au client copie ou confirmation du contrat sur un support durable. Donc, c'est un peu flou hein, comme rédaction. Qu'est-ce qu'un support durable? Est-ce qu'il doit le signer? Est-ce qu'il ne doit pas le signer? En tout cas, l'idée de signature n'apparaît plus dans le texte aussi clairement qu'avant. Pour autant, il faut surtout pas se dire, moi je fais plus signer les clients, je fais plus les contrats, un mail ça va me suffire, parce que ben, quand on doit prouver la fourniture d'un certain nombre d'informations, quand on n'a pas le contrat signé, que ce soit au stylo ou de façon électronique, hein, la signature électronique fonctionne très bien aussi, hein, c'est quand même important. Il faut savoir aussi que si le client vient en agence et que c'est conclu en agence, en théorie, s'il réclame un- une version papier de son contrat, vous êtes tenu de lui fournir cette copie.
C'est-à-dire, si le client, je pense qu'en agence TUI, vous me corrigez surtout hein, si je me trompe, mais il me semble qu'aujourd'hui, on peut envoyer le contrat par Viaxeo, même si le client est en face de nous. On dit, bon, ben, on vous enverra le contrat et vous le contresignez. Si le client vous dit, ben non, moi je veux le signer tout de suite, il faut le faire. Parce qu'il a le droit d'obtenir sa copie papier. La guideline générale, de toute façon, c'est que les informations, d'une manière générale, doivent être présentées au client de façon très claire, c'est-à-dire sans ambiguïté. Dès lors que vous avez l'impression qu'un terme ou qu'une information, nous faisons les deux, envoi par mail obligatoire avec les CGV. Moi, c'est parfait. Ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. En plus, avec les CGV, c'est la perfection. Donc les informations d'une manière claire, compréhensible et apparente. Si vous voyez que quelque chose semble ne pas tiquer chez le client, vous avez l'impression qu'il ne comprend pas quelque chose, n'hésitez pas à clarifier pour lui. C'est encore une fois, c'est dans une démarche qui se veut un peu pédagogue, et puis pour vous éviter des retours derrière. Oui, mais moi, j'avais pas compris ci, vous m'aviez pas dit ça, ou vous m'aviez dit ci. Alors que vous, vous dites, moi, j'ai jamais, c'est pas dans ce sens-là que je l'ai dit. Donc, c'est important que l'information, elle soit vraiment comprise de votre client. Donc, pour la première page du contrat, on a pas mal d'informations qui sont quand même importantes. C'est évidemment l'agence détaillante ici. Donc, pour les agences mandataires, dans tous les cas, en théorie, votre agence apparaît, mais il faut savoir que le client, il s'engage contractuellement. Alors là, je parle vraiment, par exemple, en cas de litige plus tard, il s'engage en théorie avec TUI France. Le contrat, vous voyez, le contrat, il est conclu avec TUI France. Donc, en théorie, s'il y a un problème hors, hors erreur de vente, et encore même l'erreur de vente, je pense qu'on irait, nous, devant le tribunal et ensuite on s'arrange avec vous. Mais tout ça pour dire que, je le dis parce que si vous recevez une convocation au tribunal, une convocation devant un conciliateur de justice qui pourrait vous appeler parce que certains sont très insistants et appellent directement l'agence de voyage hein, pour tout ce qui est conciliateur, n'hésitez pas à leur dire je suis l'agence, le contrat est passé par TUI France, merci de vous adresser au siège. Vous allez quand même recevoir parfois, parce que des gens s'entêtent, des convocations avec agence TUI Store, Tartampion, etc., etc. Ne prenez pas peur. Oui, c'est l'adresse de votre agence qui va figurer sur la convocation ou sur l'assignation. Dès lors que ça concerne un produit TUI, voire un produit théotière, hein, surtout, vous nous l'envoyez. Ne vous dites pas, oh là là, il faut que je me prenne un avocat, le client m'assigne pour son voyage, etc. Vous nous envoyez immédiatement la convocation. Si vous avez un conciliateur qui vous appelle et qui veut dire vous êtes obligé de vous déplacer à tel rendez-vous de conciliation dans mon bureau le temps, vous êtes en droit de lui dire, monsieur, je suis mandataire, le contrat est passé entre monsieur client et TUI France. Donc, je vous dirige vers le service juridique de TUI France. Et là, vous pouvez, même conciliateur, vous pouvez lui donner l'adresse mail de l'expertise. D'accord? Donc, à l'expertise, donc Céline travaille avec moi, elle me remontera toute conciliation. D'accord? Donc c'est important, je le précise parce que voilà, souvent les agences se disent ben, je ne sais pas quoi en faire, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, qu'est-ce qui va m'arriver, est-ce que je peux avoir moi vendeur, parce qu'on a aussi, j'ai déjà eu le cas il y a très très longtemps d'un vendeur qui n'avait pas osé nous envoyer parce qu'il était cité et il s'est dit oh mince, est-ce que je vais avoir des problèmes avec la justice, etc. S'il a rien fait de mal, s'il n'a pas commis une infraction lui à titre personnel, ou il n'y a aucune raison qu'il soit inquiété. Donc il faut nous envoyer tout ça et on gère de chez nous. C'est aussi là, je vais envie de vous dire,
c'est un peu la plus-value, hein, de faire partie du réseau et d'avoir un pôle qui s'occupe de ça avec vous. Alors bien sûr, on a besoin de votre soutien, hein, dans ces cas-là. On a besoin de votre soutien pour avoir les pièces, pour avoir le contrat, pour avoir parfois je vous demande souvent, je vous interroge pour vous dire est-ce que vous pouvez me résumer la vente? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont paru euh, étranges lors de la vente? Est-ce que vous avez envie de me donner votre avis sur le dossier? Ça, j'ai besoin de votre retour sur ces sujets-là. Donc, le bloc détaillant, il est important parce que le client a le droit comment dire, de faire, par exemple, une action contre le détaillant. Et ensuite, l'organisateur Théo, il faut que ça apparaisse ici parce qu'il doit aussi savoir qui est le Théo organisateur de son voyage. Il a également le droit de s'adresser au Théo en cas d'assignation. Donc, vérifiez toujours aussi, vous, en tant que détaillant, lorsque vous n'êtes pas l'organisateur, que le Théo apparaît bien ici et que c'est le bon. Et ça vous permet de joindre les bonnes CGV. C'est-à-dire, si vous vendez, je sais pas moi, Club Med, eh ben, ne mettez pas les CGV TUI France avec le contrat. Parce que les CGV TUI France ne seront pas opposables aux clients. Ce dont on a besoin là, c'est des CGV applicables du Club Med. Si vous mettez les CGV TUI France, au moment si on a une problématique, que ce soit par exemple sur les frais d'annulation, sur le comportement du client sur place, d'autres choses, on ne pourra pas lui opposer les CGV Club Med. Je crois qu'il y a un micro qui n'est pas coupé, mais j'entends pas très bien, donc je ne sais pas si la question m'est adressée ou pas. Non, j'entends rien. Ensuite, le bloc, bon, celui-ci, hein, pas besoin, c'est pas compliqué. Celui-ci est important, mais se remplit tout seul en théorie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, vous, agent de voyage, vérifier. Vérifier les dates, vérifier que ce que le client sait bien ce que le client a demandé, etc. Pareil, on a parfois, surtout quand il y a eu des devis avant, on a parfois des deltas entre le devis et le contrat. Alors, soit c'est parce que le client a changé d'avis, mais on ne sait pas garder de traces du changement d'avis. Et donc, le client vient avec son précédent devis en disant je voulais pas partir le 20, moi, je voulais partir le 10. Et là, on est un peu embêté parce que lui, il a un devis effectivement avec le 10. Et puis, quand on appelle l'agence, elle dit bah oui, c'est vrai, mais après, quand il est revenu, il m'a dit qu'il préférait le 20. Donc, c'est important aussi, si jamais vous avez un devis signé pour le 10 et qui revient dessus, ben, vous lui faites barrer la date sur le devis et dire on change pour le 20. Et vous faites le 20. Comme ça c'est que des recours pour vous protéger au maximum. Si techniquement vous ne pouvez pas le faire, vous n'avez pas le temps, etc., on essaie de faire avec. Mais si vous voulez vous protéger un maximum, c'est une façon de garder des traces. Voilà, de la même façon, le décompte financier avec les prestations. Encore une fois, une source de litige, hein, qui remonte, alors ça c'est souvent quand vous faites du thé au tiers. Parfois le client demande un produit et puis entre le devis et ce qui remonte ici, la réservation, c'est pas le même hôtel. Ça ressemble, c'est un hôtel dont le nom est assez similaire, mais je ne sais pas pourquoi, c'est arrivé plusieurs fois. Le client demande un hôtel, euh, par exemple sur Worldia ou Hotel Beds, et au final, sur le contrat, effectivement, le nom ressemble à peu près, mais il y a une légère nuance que le client n'a pas vue, mais il n'est pas professionnel. Et ensuite, au niveau de l'agence, on dit effectivement, on a peut-être fait une erreur, on n'a pas fait attention, on a cru que c'était le même, etc. Donc, n'hésitez pas à vraiment double-checker entre votre devis et le nom de l'hôtel qui remonte dans votre contrat. Et donc, votre réservation effective. La révision de prix selon conditions de vente du fournisseur. C'est aussi pour ça que je vous disais un petit peu plus haut, quand on a l'organisateur Théo ici.
Si vous ne mettez pas les conditions du Club Med et que vous mettez les conditions TUI France sur la révision de prix, on va être embêté. Parce que le client, il va dire, bah, moi, les CGV que j'ai eus avec mon contrat, vous me dites si c'est pas clair ou si je vais trop vite. La révision de contrat, elle est très encadrée. On le verra un petit peu plus tard. Les révisions de prix, euh, très encadrées. Souvent, dans les conditions générales de vente, c'est le cas pour TUI France, les modalités de calcul du prix et de révision du prix sont intégrées dans les CGV. Et donc, si au moment du contrat, de la signature du contrat avec votre client, vous ne mettez pas les bonnes CGV, par exemple, vous mettez les CGV TUI alors que c'est un produit Club Med, le client n'aura pas eu les modalités de réviser de son prix. Il y a eu le cas à modifier date de retour qui sont remontées automatiques. Alors, c'est TUI France qui a modifié les dates de retour. C'est remonté en automatique et en fait, vous n'avez pas eu l'information pour informer votre client, c'est ça? Ah oui. Et c'était une modification de date après signature du contrat ou entre le devis et la modification? Donc après la modification du contrat. Alors pareil, ça on verra un petit peu plus tard, mais effectivement, il y a des cas où on a le droit on a le droit de faire des modifications sur le contrat, mais pour ça, il faut que cette modification soit mineure. Le changement de date, en général, est considéré comme majeur et ça implique des obligations différentes. Donc, dans le cas précis, j'ai pas le dossier, donc je vous dis ça, c'est sans analyse du dossier précis. Mais en théorie, quand on a un vrai changement de date, en théorie, on est censé proposer au client soit une nouvelle date retour qu'il accepte, par exemple. Et s'il ne l'accepte pas, il doit pouvoir, dans ce cas précis, demander l'annulation sans frais. Encore une fois, là, je vous réponds, Corinne, sans avoir le contexte du dossier, etc. C'est vraiment à la lettre du texte. Ensuite, donc si on vend Luxair Tour ou n'importe quelle théotière, on doit obligatoirement tout à fait, Marie-Noël. Parce que si vous voulez, si le client n'a pas les conditions générales de vente qui s'appliquent à son contrat, en cas de litige, sur tous les points qui peuvent donner lieu à litige, que ce soit les frais de cession, que ce soit les frais de modification à son initiative ou à la nôtre, ben, les CGV qu'il n'aura pas eu ne lui seront pas opposables. Quand on dit n'est pas opposable, ça veut dire qu'on ne pourra pas lui dire, voilà, vous connaissiez les CGV, vous êtes engagé en toute connaissance de cause, voilà les conditions de modification. Lui répondra, avant de m'engager, ou en tout cas, je n'avais pas connaissance de ces conditions, alors qu'il était obligatoire de les porter à ma connaissance. Donc, je refuse leur application. Quel problème? Le problème était sur la facture. Oui, je te prends la Oui, parole. oui, En oui, oui, fait, ce sera plus clair. c'est le service suivi de dossier qui a modifié la date. Donc, la date remontée n'était pas la bonne. Et Oui, donc, moi, je m'en suis pas aperçue. Donc, j'ai bien intervenu auprès de la cliente qui avait accepté les nouvelles dates. Sauf qu'elle est revenue me voir en me disant sur le contrat via Axéo, je comprends pas parce que c'est pas les mêmes dates. Et moi, je m'en étais pas aperçue. La date était erronée, en fait. d'accord. Bah, si Mais ça c'est si tout. ça pose pas de problème avec la cliente, on peut toujours si c'est juste une question, on va dire, de documents et que ça n'impacte pas son voyage, tout a été réglé, il y a l'accord, etc. C'est pas très grave.
si on peut documenter. On peut, si le contrat est comme ça, si normalement, si elle accepte, c'est qu'elle a eu une info écrite. Elle a eu une info écrite, elle est bien informée. On va pas revenir sur le contrat. Ou alors il faudrait, si on veut que tout soit carré, si je comprends bien la situation, on pourrait donc barrer la date, par exemple, même manuscritement mettre la bonne, et puis lui faire contresigner à côté pour dire que, OK, vu ensemble. Mais si tout est réglé, si elle a accepté la nouvelle date et qu'on a la trace écrite hein, qu'elle a accepté la nouvelle date, qu'il n'y a pas de litige de discussion sur le sujet, bon, ça devrait passer, je pense. Après, pour les CGV, je vois une question d'impression. Ça peut être envoyé par mail hein, si vous avez un scan. Hein. Ça peut vous faire gagner du temps hein, parce que les TO souvent ont leur CGV PDF. Vous pouvez télécharger le PDF et envoyer par Viaxeo ou par scan. Il n'est pas nécessaire que ce soit une version papier. C'est pas obligé de tout imprimer à chaque fois. Le principe, c'est que quand vous lui envoyez son contrat par mail, il ait les bonnes CGV, comme vous le feriez pour un produit NF ou Club Marmara ou Club Boucléa. Alors, pareil, Marie-Noël, oui, sur les conditions de modif et d'annulation, je suis complètement d'accord si c'est sur un contrat, c'est pas mal, c'est très bien pour cette partie-là, mais il n'y a pas que ça dans les CGV. C'est ça le problème. Dans les CGV, sur votre contrat, vous n'allez pas nécessairement avoir justement les modalités de révision du prix pratiquées par le TO. Vous n'allez pas avoir, certains font beaucoup de recommandations sur le voyage sur place, sur les règles, je sais pas moi, les règles, est-ce qu'on doit emmener des bijoux de valeur ou d'autres recommandations importantes. Je pense par exemple, nous, sur les circuits road trip, on doit avoir une recommandation qui dit le client qui s'inscrit sur un road trip doit savoir utiliser un GPS, se débrouiller seul. Enfin, on a des recos comme ça qui n'existent pas nécessairement chez les autres et donc, voilà. Les CGV sont complètes et dès lors qu'il ne les a pas eues, ça peut être problématique. Et oui, oui, dans Viaxeo, quand le mail automatique la part, vous avez possibilité de joindre des PDF. Donc vous pouvez très bien pour les théotières, certains le font, mettre le descriptif produit. Ils mettent en PDF le descriptif produit, les CGV. Et là, c'est vrai que moi, quand je reçois une réclamation, surtout sur les théotières, plusieurs mois, voire un an plus tard, puisque le client a 2 ans pour réclamer, bah, c'est un vrai confort pour traiter la réclamation d'avoir le descriptif produit tel que le client l'a eu au moment de sa réservation. Et quand c'est comme ça, c'est plus compliqué pour lui de contester puisque j'ai la preuve qu'il a eu l'info et que tout était complet. Oui, oui, effectivement, Christelle. Et vous allez voir que les Théo, je pense que Christelle pourra justement de son expérience nous dire, les Théo, ils sont très enclins à dire ah mais est-ce que l'agence a bien fait ci? Est-ce que l'agence avait bien informé le client d'eux? Ah bah oui mais moi mes frais de cession c'était ça. Ah ben c'est de la faute de l'agence. C'est donc elle qui va prendre en charge les nouveaux frais de modification. Donc voilà, ce que je vous dis là, c'est vrai que ça peut paraître contraignant, mais en fait c'est toujours dit dans l'objectif de vous protéger en amont et oui contre le client, mais aussi parfois contre ces théotières qui peuvent avoir une tendance à dire moi, je m'en lave les mains. L'agence n'a pas fait ce qu'il fallait. C'est son problème, elle paiera. Là-dessus, qu'est-ce qu'on a d'autre le point de contact, alors oui, pour TUI France, le point de contact, c'est, je crois, Mutued qui doit remonter. Pareil, il faut revérifier. Et si vous en avez un, si le Théotière en fournit un,
il faut le mettre. Voilà, voilà. Là-dessus, les assurances, bon, ça, vous connaissez par cœur, c'est important. Euh, c'est important. Et dans le bloc des comptes financiers, on en parlera plus tard, mais ce qui est important, c'est effectivement d'être attentif au prix. Ensuite, l'information après la signature du contrat, c'est-à-dire est-ce que effectivement, une fois que le contrat est signé, et s'il n'en fournit pas, vous voulez dire lors le T au tiers, s'il ne fournit pas de CGV? Ah, de point de contact. Ah, bah, s'il ne fournit pas de point de contact, euh, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a en point de contact sur les T au tiers? En général, il me semble qu'ils en fournissent quand même. Nous, on a Mutued. Je vais vérifier si Mutued est capable. Alors, en théorie, le point de contact, c'est une obligation. C'est prévu par le Code du tourisme. C'est pour ça que nous, on a Mutued, je crois. Oui, c'est dans nos CGV. Et dans nos clubs, etc., dans nos clubs, on a nos délégués qui sont là, etc. Mais en théorie, si vous regardez, même dans le contrat, hein, dans le contrat Viaxeo, il me semble, dans dispositions diverses, justement, qu'il y a une information sur le point de contact. Et pareil, parfois, donc je reviens au CGV, parfois le point de contact peut figurer dans les CGV du TOTIA. Je suis pas sûre que ce soit possible techniquement. Je suis pas sûre que ce soit possible que ça remonte automatiquement pour les théotières, Corinne. Mais ça, encore une fois, c'est très technique. Moi, au juridique, je suis pas dans la technique des produits. Donc, je vous dirais une bêtise hein, si je vous dis que ça remonte ou que ça ne remonte pas. Pour moi, ça me semble compliqué de le faire remonter automatiquement puisque c'est une information qu'on ne maîtrise pas nous, qui pourrait être modifiée d'un jour à l'autre par le Théo hein, en question, hein, qui a le droit de changer son contact. Donc pour moi, c'est l'affaire du Théo tiers. C'est au Théo tiers de donner l'information. Mais encore une fois, je pense que sur le contrat, Viaxeo doit ressortir à minima chez nous Mutued. Mais je reposerai je reposerai la question sur nos clients en difficulté qui ont acheté du thé au tiers. Donc ensuite, après la signature du contrat, une fois que le client est parti, voilà, on lui a tout donné, le franchissement des frontières, etc., etc. Est-ce que quelque part, on peut se dire, bon bah moi j'ai vendu de la Thaïlande, maintenant c'est bon, c'est terminé, ça me concerne plus ce qui se passe en franchissement des frontières. Et en réalité, non. C'est-à-dire si en tant qu'agent de voyage, vous vous rendez compte où il y a une communication sur la mise à jour de conditions de franchissement des frontières, on le remplit ou dans Viaxeo. Attendez, je repars en arrière, est-ce que je peux? Ah mince, je fais une bêtise. Attendez, je fais une bêtise, je vais repartir en arrière. Euh, vous le remplissez, vous voyez là, vous le remplissez ici, point de contact après départ. On a soit voir dispositions diverses, normalement, ça c'est pour TUI France. C'est ici en théorie qui doit être rempli. Après, s'il ne vous le donne pas, s'il n'en a pas, vous ne pouvez pas l'inventer. Donc je reviens là. Voilà, on dit vous avez vendu des circuits et des voyages en Thaïlande et on a une communication.
il y a il y a de nouvelles conditions, etc. Vous devez recenser vos voyages concernés, vos clients concernés par cette modif et lui adresser par écrit, par mail, avec accusé-réception par exemple, l'information au plus vite. Ah, excuse, alors ça, Oxane, je ne peux pas répondre. Je suis désolée, je ne sais pas. Vous avez des questions sur la modification donc des formalités après ou tout autre, c'est clair? Donc ensuite, on va passer sur la possibilité de revenir ou non sur un contrat signé par le client avant le départ. Alors, un contrat signé, ça veut dire en théorie des parties engagées. L'un à fournir le voyage, l'autre à payer le voyage. Faut pas oublier que l'engagement du client, c'est pas de partir. Son engagement, c'est de vous payer vis-à-vis de vous, je veux dire. Donc, cette modification à l'initiative du client. Est-ce que oui ou non, il peut modifier ou annuler son contrat après l'avoir signé? Alors, la réponse est bien entendu oui, il peut le modifier ou annuler son contrat. Dans la plupart des cas, c'est moyennant les frais les frais de modification ou d'annulation contractuelle. Ça me permet de remettre un petit coup sur la fourniture des CGV, sont hyper importantes, parce que c'est comme ça que ces montants-là lui seront opposables et qu'on pourra lui imposer le paiement. Sur le contrat Viaxeo, au moment où vous avez le bloc avec les conditions de modification, vous avez une phrase qui doit dire les conditions de modification ou d'annulation sont aux frais réels. Si ce n'est pas le cas, si le cas, c'est ça, c'est-à-dire le barème. Dans ce cas, vous barrez frais réels, parce que sinon, on a là, je vous parle encore d'un litige qui a existé, c'est qu'on a une contradiction, c'est-à-dire, c'est aux frais réels ou c'est au barème général. Donc, si votre produit est soumis au barème, vous barrez la petite phrase frais réels et vous mettez votre barème. Ça vous évitera des litiges en disant que l'information, alors je reviens à ce que je disais tout au début, l'information n'est pas claire, elle n'est pas compréhensible pour le client, il n'a pas compris, il s'est engagé en pensant qu'il allait avoir le droit aux frais réels qu'il demande à justifier, qui sont potentiellement inférieurs au barème, etc. Donc quand on est sur du barème, on met le barème euh, et on barre frais réels. Oui, vous pouvez le barrer à la main, bien sûr. Donc, sur les conditions, ça aussi, conditions d'annulation, modification du contrat. Les CGV, elles prévoient. Alors, sommes-nous en faute si le MCTO est remonté en prix de chez avion Rennes-CDG, par exemple, mais que finalement du TGV Rennes-CDG? Eh ben, ah bah oui, enfin. Disons que là, j'ai envie de dire, si c'est une erreur du Théo, vous pouvez essayer de lui dire, bon, je vais pas tout prendre en charge, etc., etc. Mais c'est la difficulté que j'évoquais tout à l'heure, c'est que le contrat, il doit être relu attentivement. Il faut que, encore une fois, c'est vous qui êtes en face du client, donc vous savez que le client veut de l'avion et pas du TGV. Donc il faut vraiment relire, je sais que c'est pas facile, moi aussi ça peut m'arriver quand je relis un truc une première fois, je lis un peu entre guillemets ce que j'ai envie de lire, vous voyez ce que je veux dire? Je suis persuadée que c'est de l'avion, donc hop, je me dis que je veux de l'avion, je revérifie pas. Si vous n'aviez pas moyen en fait de voir que c'était du TGV
et que vous avez demandé de l'avion et que ça apparaît comme de l'avion, c'est ce que vous aviez demandé, ça apparaît sur le client, sur le contrat, vous ne pouviez pas vous douter que derrière, il y avait un problème technique. En revanche, si vous pouviez vous apercevoir que c'était du TGV alors que vous vouliez de l'avion, s'il y avait une indication qui est lisible pour vous en tant qu'agent de voyage, il faut la relever avant de vous engager. Il faut la relever. Il faut vraiment, vraiment relire votre contrat. C'est comme la même chose. C'est comme mon client. Ah, si on peut pas le savoir, c'est-à-dire si vous vouliez de l'avion, ça apparaît comme de l'avion et que derrière c'est du TGV et que vous n'aviez pas l'information, je vois pas bien comment on peut vous le reprocher. Après, encore une fois, c'est du pur technique. Et ça, c'est un dossier qui est en cours chez nous, c'est ça? C'est pas chez l'expert suisse pour l'instant, ça me dit rien comme dossier. Ça, effectivement, il voulait de l'avion, il a du TGV. Est-ce que on va peut-être être sur une modification d'un élément essentiel? Mais alors, la question que je vais vous poser, ok, oui, je comprends. La question que je vais vous poser, ce sera peut-être l'occasion d'en discuter dans des slides un peu après. C'est que est-ce que vraiment on peut considérer que c'est un élément euh, que c'est un élément essentiel pour le client ou pas? Est-ce qu'il vous avait fait un écrit pour vous dire qu'il voulait impérativement de l'avion? Pas d'écrit. Ok. Est-ce que le TGV, est-ce que d'un point de vue pratico-pratique, est-ce que le TGV impacte de manière substantielle la qualité de son voyage? C'est-à-dire, est-ce qu'en avion, il en avait... Ah, c'est une formule TGVA. D'accord, ok. Est-ce que la partie TGV impacte substantiellement la durée de son voyage? Parce que je vois qu'il part de Rennes, il arrive à CDG, c'est ce qui était prévu. Pas du tout. Alors, comme ça, moi, j'aurais envie de dire, dans un premier temps en tout cas, je sais pas, vous avez alerté quand même l'avant-départ chez TUI France pour peut-être vous aider si jamais ils souhaitent annuler, etc., voir s'il y a quelque chose à faire. S'il n'y a pas, pour moi, s'il n'y a pas d'impact substantiel, qu'on part de Rennes, on arrive à CGV, à CDG, on n'a pas un temps de trajet allongé, etc., etc. Pour moi, on est dans une modification qui pourrait être mineure. Je suis d'accord, le TGV, c'est pas l'avion, mais il n'est pas obligé, il n'a pas 5 heures de train au lieu d'une heure d'avion. Euh, je pense qu'on devrait pouvoir résister et ne pas annuler sans frais pour l'instant, en tout cas, dans un premier temps. Valérie, la question, c'est oui. Si le client, alors j'ai le même souci que toi sur, ouais, faut faudrait le remonter, faudrait le remonter, et quand faudrait le remonter pour que au moins vous ayez dans le réseau peut-être une information qui vous permette de le savoir en amont pour agir sur le contrat manuellement si besoin, avec une petite mention à côté, barré avion, mettre TGV, comme ça, faites signer à côté le client. Dans ces cas-là, c'est quand même bien, quand vous avez un souci qui semble général, de le remonter. Pour répondre à Valérie, euh, quand c'est comme ça, quand vous voyez à la lecture qu'effectivement il y a un bus qui remonte comme un avion, oui, vous barrez avion, vous mettez bus et vous faites signer le contrat à côté, un petit gris-gris, un petit paraphe pour dire qu'il le sait. Parce que l'information à l'oral, euh, comme je le dis tout le temps, hein, je radote, mais les paroles s'envolent, les écrits restent. Et les clients de mauvaise foi, malheureusement, ça existe. Voilà. Parce que chacun voit son intérêt financier, chacun. Donc,
Et puis vous aurez tout le temps quelqu'un qui va oublier. Il oubliera que vous lui avez dit le bus. Il va regarder son contrat avant de partir et va se dire, ah oui, c'est l'avion. Bon, ben, je vais chercher mon avion, je vais chercher mon vol et puis je le trouverai pas et je comprends pas et pourquoi j'ai un bus et compagnie et compagnie. Donc, s'il y a possibilité, si vous le voyez à la lecture du contrat, vous le dites oralement, prévenez le client et vous l'écrivez. Que c'est une remontée automatique. Comme on dit tout le temps, un client bien informé, et c'est très bien, mais en plus, quand on a la preuve de l'information, c'est encore mieux. Pour en revenir donc à la possibilité pour le client de modifier ou d'annuler. Donc, je dis moyennant les frais de modification d'annulation d'une manière générale. En revanche, il a le droit d'annuler sans frais quand il y a des circonstances exceptionnelles et inévitables qui surviennent. Alors le texte, c'est vraiment ça, hein. Au lieu de destination, sur le lieu de destination, ou à proximité immédiate de celui-ci, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est qui a des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Ça veut dire que, si on s'applique sur tel, il ne suffit pas qu'il y ait, j'en sais rien moi, un ouragan quelque part en Floride pour annuler sans frais un voyage en Floride. Il faut que cet ouragan y survienne sur le lieu de destin ou à proximité, qu'il a des conséquences importantes sur l'exécution du contrat. Ça veut dire que le circuit qu'il est censé faire, il ne va pas pouvoir le faire parce qu'on a 90% des étapes qui sont touchées par l'ouragan, ou alors parce que on ne peut pas l'emmener sur le lieu de destination, le transport n'est plus possible. Ça, c'est les conditions qui lui permettent d'annuler sans frais. C'est pour ça que vous pouvez très bien avoir eu un épisode climatique important sur une destination que votre client souhaite annuler et que le TO, quel qu'il soit, que ce soit TUI ou un autre, ils vous disent bah non, le circuit est maintenu. C'est parce que le client ne tombe pas dans ces critères-là qui sont cumulatifs. Et donc, oui, il a malgré tout, s'il a peur, s'il a envie, il a malgré tout la possibilité d'annuler, mais on retombe sur le barème. C'est clair pour vous, ce point-là? Ok. Du coup, on passe. Excusez-moi, j'avais une Oui, question. oui, bien sûr. Je vois Donc ça. là, j'avais des personnes parler d'une formule TGVR, mais nous, on nous a dit qu'on vendait pas de train de SNCF. Donc je comprends pas. C'est quoi ces formules? Alors, pour moi, la formule TGVR, c'est une formule qui est liée à la compagnie aérienne. Sur Camillon? Alors sur l'outil, je peux pas vous dire, je peux laisser un autre agent de voyage du réseau expliquer si vous voulez bien. C'est plus votre domaine. Bonjour Lisa. Oui, je me permets, Christelle Lamordel, le TGVR, pour nous, on peut le vendre effectivement avec du Air Caraïbes sur la République dominicaine, par exemple, là c'est notre cas, ou sur du Mexique. Air Caraïbes, Air France. Et tu peux faire sur Caméléon du TGVR dès que tu en as la possibilité. Nous, ça fonctionne aussi avec Corsair, avec Air France aussi. Sur les dom-tom, pas mal. On en fait beaucoup, nous, du TGVR de Rennes. Merci D'accord, Christelle pour merci. cette Je t'en explication. prie. Ensuite, on arrive à la cession du contrat. Donc c'est pareil, imaginons le client a réservé un voyage, il peut plus partir. C'est aussi la solution, ça, pour les clients, par exemple, qui n'ont pas souscrit d'assurance ou dont les motifs d'annulation, par exemple, ne rentrent pas dans les cas de remboursement par l'assurance. En fait, il peut céder son contrat. C'est une information qui existe dans les CGV qu'on peut lui rappeler quand il souhaite annuler, qu'il n'a pas d'assurance, etc., etc. On peut toujours le lui rappeler qu'il a cette possibilité-là. Au lieu de tout perdre, voilà, on peut aussi tenter de l'aider, de l'aiguiller. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que le contrat n'ait pas commencé à produire ses effets. C'est-à-dire, évidemment, il ne va pas pouvoir céder le jour du voyage, une heure avant le vol, etc., etc.
Il faut que la personne, elle remplisse les mêmes critères que lui. Donc, si c'était un enfant, bah, c'est pour un autre enfant, mais pas pour un adulte, c'est pas une scission. Ensuite, aussi, il faut qu'ils vous préviennent 7 jours avant le début du voyage et par écrit. Donc, l'accusé-réception, faut qu'il y ait un accusé-réception. Enfin, faut vraiment, par exemple, s'il le fait par mail, c'est simple parce que le mail est daté et qu'on peut voir à quelle date on l'a reçu. En revanche, s'il vous fait un courrier en agence devant vous, il faut le dater. Il ne faut pas oublier de le dater et de le transmettre immédiatement. Donc, pour la session, on a des frais de session chez TUI France qui sont payables soit par le voyageur initial, soit par celui qui aura pris sa place. Donc, ils seront tous deux tenus de nous régler quelque chose. Si l'un ne fait pas, on se retourne vers l'autre. Donc, c'est encore une fois, c'est une information pour pouvoir le faire, pour pouvoir leur imposer ce paiement, il faut qu'ils en aient été informés. Donc, de la même façon, c'est mentionné dans les CGV, mais quand vous proposez la cession, quand le client vient pour céder son contrat, de la même façon, n'hésitez pas à lui reconfirmer les frais de cession. Et dans son courrier, par exemple, il pourrait vous dire je veux céder, etc. Et j'ai bien pris note que des frais de cession s'appliquaient à hauteur de, si vous avez le montant. Là, c'est un écrit où vous êtes tranquille. Il ne pourra pas vous dire ah ben oui, mais moi je croyais qu'on pouvait prendre ma place sans payer, l'agence ne me l'a pas dit. Ça faisait 6 mois que j'avais réservé, donc je me souvenais plus de cet encadré dans les CGV. N'hésitez pas à, quand il vous interroge sur la session, oui, bien sûr, vous pouvez céder votre voyage à quelqu'un qui remplit les mêmes critères que vous. Des frais de cession s'appliquent. Voilà, à cette date, il s'élève à temps. Et vous renvoyez vers l'article du DCGV. Pareil, sur les sessions, quand les billets notamment ont déjà été émis, vous savez que les compagnies aériennes doivent réémettre et parfois, et c'est important donc d'attirer l'attention du client avant qu'il prenne sa décision, parfois, en fait, les frais de la compagnie aérienne sont supérieurs au coût du billet initial. Alors, ça peut faire un choc pour le client, donc c'est bien qu'il soit informé de cette possibilité avant de céder, de décider de céder. Voilà, donc le mot d'ordre, c'est bonne communication des CGV, toujours avant que le client me réserve. Comme ça, vous êtes un peu tranquille parce qu'un client qui cède son voyage en toute connaissance de cause, il a eu les CGV, il a éventuellement eu une petite piqûre de rappel juste avant de confirmer sa volonté de céder. Et là, vous êtes protégé. Ensuite, on a le cas où l'annulation, elle se fait à l'initiative du professionnel. Et là, c'est là où pour vous, c'est pas toujours facile. Déjà parce que vous êtes en face du client, donc vous avez des levées de bouclier, etc. Et donc, il faut que vous sachiez un peu ce que vous avez le droit, ce que vous n'avez pas le droit de faire, etc. En amont, je vous rappelle que il y a des règles qui sont donc écrites, figées, etc. Mais ensuite, il faut l'adapter à la pratique. Il faut l'adapter au cas particulier de la situation. Donc, il n'y a pas toujours une même décision qui s'applique, par exemple, sur une grève. Parce qu'il y a tellement d'éléments autour qui doivent être analysés. Est-ce qu'il y a eu un préavis? Est-ce qu'il n'y a pas eu de préavis? Est-ce que c'est interne à la compagnie? Est-ce que c'est pas interne à la compagnie? Est-ce que les deux sont cumulables? Est-ce qu'on avait l'info? Enfin, il y a vraiment, est-ce que c'est lié à une situation exceptionnelle et inévitable? Il y a en fait tellement de possibilités que ça demande à chaque fois une analyse au cas par cas. Donc c'est pour ça que parfois vous pouvez être étonné de certaines décisions qui sont prises. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous êtes hors la loi.
Alors, mais il faut quand même que vous connaissiez les règles de base, ce que pose le Code du tourisme. C'est important pour vous, pour comprendre et aussi parce que parfois vous êtes en face de clients qui mélangent un peu tout. Et donc, c'est pas évident. Donc, pour vous, c'est important d'avoir l'information. Donc, est-ce que le professionnel peut modifier unilatéralement? Ça veut dire lui tout seul dans son coin, il a décidé, c'est comme ça, le contrat. En fait, il y a deux réponses à cette question. Il y a oui, si la modification, elle est dite mineure. On parlait tout à l'heure, TGV avion, parfois c'est oui, parfois c'est non, en fonction des cas. Et bien sûr, si le professionnel s'en est réservé le droit dans le contrat. Chez TUI France, on a un article dans les CGV qui dit que certains éléments donnés à titre précontractuel peuvent être effectivement modifiés. Donc ça, pour vous, réseau TUI, il y a effectivement un article qui permet à TUI France de se réserver le droit de modifier des éléments dits mineurs. Alors en fait, mineur, c'est quoi? C'est un élément qui n'est pas essentiel qui n'est pas essentiel au contrat, qui n'a pas été remonté comme essentiel par écrit, notamment par le client. Par exemple, ça pourrait, s'il n'a pas fait une exigence particulière qu'on aurait acceptée, parce qu'il ne suffit pas qu'il la formule, hein, l'exigence, il faudrait qu'on l'ait nous aussi acceptée, eh ben, on pourrait considérer que c'est un élément qui n'est pas essentiel, qu'on peut modifier sans avoir à obtenir l'accord du client au préalable. Donc, voilà. Et ça, ce qui est compliqué, en fait, dans cette notion d'essentiel, pas essentiel, c'est qu'en fait, il n'y a pas de définition légale très claire sur ce qui est admis comme essentiel. Dans le Code du tourisme, vous n'allez pas avoir ça c'est essentiel, ça c'est pas essentiel. Il n'y a pas. En gros, c'est pas significatif pour la réalisation du voyage et ça n'a pas été de nature à influencer le comportement et le consentement du client au moment de la réservation. Voilà, en gros, c'est une modification. Nous, qu'on considère généralement comme minime, c'est une modification d'horaire de vol sur du package hors flex, mais minime, qui en fait ne perturbe pas la qualité globale ni l'organisation du voyage. Il part à la même date, il part à la même date. Il y a 2 heures d'écart, enfin, on est là, c'est sûr, on vous dira d'office, c'est mineur. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est dans ce cas-là et qu'on est agent de voyage? Vous avez quand même des obligations, même si c'est mineur, même si on va pas lui proposer l'annulation sans frais. Vous avez l'obligation d'informer le client par écrit le plus tôt possible. Dès que vous avez l'information, il faut l'en informer. Alors, on peut doubler d'un appel, c'est toujours plus sympa pour le client, mais c'est pas parce qu'on a fait l'appel qu'il ne faut pas l'information écrite, parce qu'encore une fois, il faudra prouver qu'on a bien informé le client. Admettons, il ne se déplace pas, le vol a été avancé 2 heures avant et ça lui plaît pas, de toute façon, on lui a pas écrit, donc il va pas se déplacer, il se déplacera à l'heure prévue et ensuite il dira que vous ne l'avez jamais informé de cette modification horaire et c'est pour ça qu'il a loupé son vol et son voyage. Donc, vous informez le client. Celui-ci, à réception de l'information, il a deux choix. Soit il accepte la modification du séjour, bon, ben, tant mieux, il se présente à l'heure convenue. Soit il la refuse, il vous l'écrit. Vous, à réception, vous lui dites que dans ce cas, des frais d'annulation s'appliquent. Vous lui rappelez le montant des frais d'annulation. Et une fois qu'il a confirmé le souhait d'annuler, lui demandez voici les frais d'annulation, est-ce que vous confirmez ou non votre souhait d'annuler, et ensuite vous pouvez annuler le voyage. Et là, quand vous communiquez sur les frais d'annulation à la demande du client, je vais vous faire une petite reco parce que j'ai le souvenir d'un dossier qui a été vraiment compliqué, qui nous a pris beaucoup de temps. J'ai dû passer au moins 3 heures en visio, médiation avec un médiateur, les parties, les avocats très houleuses, un client vraiment de mauvaise foi, vraiment de vraiment mauvaise foi.
c'est qu'en fait, l'agence était dans ce cas-là et lui refusait la modification. D'accord? Refusait la modification binaire. Simplement, c'était que de l'oral. Il refusait, je refuse, je veux conserver mon voyage tel qu'il était, etc. Finalement, il appelle l'agence ou il se présente en agence et il lui dit, bon, ok, je veux bien annuler les frais. Alors, l'agence le fait et il lui dit, bah maintenant, confirmez-moi que vous avez bien annulé, hein. Et donc, elle prend son mail et elle écrit, je vous confirme que TUI a bien procédé à l'annulation de votre voyage. Et là, bam, dans l'heure, un recommandé. Je veux la pénalité miroir, TUI France a annulé mon voyage. Alors que moi, finalement, je voulais partir. C'est tout bête, hein. La pauvre agence, il lui a demandé, vous pouvez me confirmer que vous avez annulé? Elle n'a pas vu le mal. Et dans sa formulation, elle a dit, je vous confirme que TUI a annulé votre voyage. Elle se retrouve dans la pénalité miroir alors que c'était à la demande du client. Donc, même quand vous le faites à la demande du client, il faut vraiment dire, suite à votre demande d'annulation, je vous confirme que les frais sont les suivants. J'ai bien noté que vous vouliez maintenir et que vous souhaitiez annuler votre voyage. Votre demande a été prise en compte. Mais il faut toujours mettre en avant sa demande, si c'est la sienne. Parce que ça, on ne le voit pas venir. On se dit, oh, quand même, c'est lui qui a demandé, hein. Ouais, ben là, lui, et il demandait ensuite, ça a duré, mais ça a duré, je crois qu'il demandait la pénalité miroir, il en faisait mais 3 tonnes, il nous disait qu'il était au bord du divorce à cause de l'annulation de ce voyage, parce que sa femme y tenait tellement que elle l'en tenait responsable, et il nous demandait presque un an de salaire, quoi, hein, sans trop exagérer. Donc, il y a des gens qui tournent comme ça. Si le client n'est pas allé, alors moi je dis mail, mais en fait ça peut être écrit, hein, ça peut être en face de vous, il vous l'écrit, OK pour annuler. Ça peut être vous qui faites le petit bloc, voilà les frais d'annulation, et puis lui écrit je souhaite annuler aux frais d'annulation. Ça peut être ça. Je dis souvent mail, mais par mail j'entends un écrit en fait, hein. Ça peut être, voilà. Même si jamais vous avez un SMS, ça marche aussi, hein. C'est moins facile. C'est moins facile parce il faut pouvoir le sortir, l'exploiter, etc. Mais si vous avez un écrit, d'une manière générale, ça marche. Ah mince, j'ai l'impression que j'ai loupé quelque chose. Excusez-moi. TGVR stock à louer, donc là, il n'y a pas de question. Alors, je reviens à la question de Valérie. Excusez-moi, je fais un petit retour en arrière parce que je n'avais pas vu, c'était pas affiché tout de suite. Pour moi, dans le cas où la compagnie aérienne modifie l'horaire du vol international et que le temps transit entre son pré-H et son vol s'en voit réduit, comment est-ce considéré? Eh bien là, quand le pré-H est réservé séparément par l'agence, malheureusement le pré-H rentre dans le cadre du forfait touristique. Donc la responsabilité de l'agence, c'est de trouver une solution de substitution si jamais le préacheminement n'est plus adapté et ne permet plus de prendre le vol en transit. Alors en théorie, c'est donc aux professionnels de prendre en charge la différence. Alors il y a ça. Alors parfois, ce qu'on décide de faire, c'est vrai, on pourrait, en fonction, si c'est une modification d'un élément essentiel, si on considère que c'est essentiel, on peut aussi dire, soit on prend donc spontanément en charge parce que voilà, soit si on considère que on considère qu'on modifie un élément essentiel, on propose au client un nouveau pré-H, par exemple. Peut-être à ses frais, ça dépend, puisqu'on a le droit, quand on fait une solution de substitution, on a le droit de proposer au tarif en vigueur, ou l'annulation sans frais. Après, c'est pas toujours la meilleure stratégie le jour J, donc c'est toujours à discuter. Quand vous avez ça, c'est toujours à discuter avec les équipes TUI France avant départ.
qui auront peut-être des solutions à vous proposer. Et nous interrogerons, on regardera le dossier. Mais voilà, le principe, c'est qu'il faut vous dire que dans ce cas-là, votre préage, quand vous vendez du prêt ou du postage, il rentre dans le forfait touristique. Il est englobé. Donc ça veut dire que toutes les obligations que vous avez dans le cadre d'un forfait s'appliquent à votre préage ou postage. Alors, et merci Isabelle pour, pour le compliment sur les arguments. Je les prends. Je vais voir ce qui est prévu en théorie. Vous avez vu, il n'est pas encore terminé. J'allais certainement faire un petit mémo pratique à publier par mail ou Bon, je suis en train d'y réfléchir. Donc, on voit avec, notamment avec le directrice juridique, hein, Sophie Rémery, que vous connaissez peut-être, euh, quel est le format le plus pertinent. Voilà. Alors, en cas de changement de compagnie aérienne, même trajet, même heure, elle est considérée comme essentielle. Alors, pas tout le temps. Alors déjà, il faut savoir, Céline, il faut savoir que normalement, alors est-ce que c'est encore le cas? Je vais vérifier, mais jusqu'à présent, on avait dans nos brochures, je pense que c'est toujours le cas, notamment pour les circuits, on a 3 transporteurs possibles sur une destinée. À chaque fois, vous avez Air France, British Airways, Qatar. Eh bien, si on passe parmi ces 3 compagnies, il n'y a pas de sujet. Même heure, même trajet, etc. On considère que c'est pas essentiel d'office. Ensuite, d'une manière générale, le changement de compagnie, puisqu'on fait, en tout cas au niveau de TUI Group, on fait toujours appel à des compagnies quand même de référence. En général, ces changements-là ne sont pas essentiels. Mais encore une fois, parfois, en fonction de la compagnie, ça peut nécessiter peut-être une analyse. Mais si rien ne change, juste le nom de la compagnie, c'est en théorie, par rapport à nos pratiques, la plupart du temps, c'est pas essentiel. Un train vol direct et un vol avec escale. Encore une fois, ça aussi, c'est du cas par cas. Parce que parfois, on va vous dire, bon, c'est pas essentiel. Si le client prend un flex, il a choisi la destinée, il a choisi l'heure, il a des impératifs, il vous l'a dit, etc. Et que on lui rajoute une escale de 8 heures. Moi, Claudine, si j'ai le dossier, je vais peut-être pencher vers la modification essentielle. Et peut-être que je préconiserais de mettre en place le, comment dire, le mécanisme. Mais encore une fois, ça va être du cas par cas, c'est-à-dire on va recevoir l'info. Les équipes chez TUI vont vérifier justement si dans ce cas précis, est-ce qu'il y a un impact substantiel ou non sur le voyage? Est-ce que le caractère direct en fait émane du choix du client? Est-ce qu'il avait ou alors est-ce que de toute façon le client n'avait pas la main sur les vols? Donc, en réalité, il ne connaissait pas les horaires de vol, il ne connaissait pas, etc., etc. Donc, là-dessus, on pourra dire, bah, les horaires étaient donnés à un titre indicatif, ils n'étaient pas connus. Donc, finalement, il avait accepté un aléa sur ses horaires de vol. Dans ce cas-là, on pourra peut-être considérer qu'on n'est pas sur un élément essentiel. Donc, encore une fois, l'élément essentiel, c'est toujours un petit peu compliqué de donner une réponse comme ça, en disant ça c'est oui, ça c'est non, parce qu'en fait, il y a des faisceaux d'indices dans les dossiers et qu'on est censé analyser, en fait, hein, pour pouvoir donner une réponse. Et puis voilà. Et puis parfois, on peut avoir aussi 2 analyses qui se confrontent et on peut ne pas être d'accord sur essentiel ou non, parce que voilà, on peut avoir une analyse différente du dossier. Mais globalement, voilà, si
un départ d'Orly. Nous, on dit mineur. Orly CDG, pour nous, c'est mineur. C'est à Paris. Je crois même qu'il y a un article dans les CGV sur ça. Il me semble on l'avait intégré, nous, au service juridique, hein, sur le changement d'aéroport. Et Paris, clairement, 2 aéroports parisiens, pour nous, c'est mineur. Donc, pour la deuxième réponse, vous vous doutez bien, cette fois, on bascule sur l'élément essentiel. Est-ce qu'on a le droit de lui imposer? Ben, évidemment, la réponse est non. C'est-à-dire, on ne peut pas lui imposer une modification unilatérale. Elle doit être expressément acceptée par le client. Je précise qu'en général, la cause, elle doit être un peu, entre guillemets, extérieure, elle doit s'imposer. Je dis ça parce que on m'a dit la dernière fois, oui, mais si je fais une erreur sur le contrat, du coup, je peux utiliser ce mécanisme pour m'en sortir. Ben non, parce que là, c'est une erreur qu'on a faite. Donc, on n'est pas du tout dans ce cas-là. La modification, elle doit être générée par une cause autre que la simple erreur de réservation, quoi. Donc, essentiel, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qui est spécialement convenu entre les parties. On parlait tout à l'heure des escales. Un client qui, avant de réserver, a fait savoir, et notamment lorsqu'il a demandé son devis, moi, c'est essentiel, je veux partir avec un vol direct. On lui propose un vol direct sur le devis, il l'accepte, il l'a écrit, il l'a voulu, c'est sur cette base-là qu'on lui a proposé le voyage. Et ben peut-être que si on a une escale qui devient importante, alors je vous dis pas que s'il a une escale technique d'une demi-heure, peut-être qu'on dira c'est pas essentiel, mais s'il a une réelle escale de plusieurs heures, il est possible qu'on bascule sur un élément essentiel. De la même façon, si on a un client, si on a des indices, c'est-à-dire le client vous l'a pas écrit noir sur blanc que pour lui il était essentiel de faire du kitesurf, sur la destination et que c'est pour ça qu'il choisit cet endroit, peut-être qu'il vous l'a pas écrit, mais il vous a demandé la réservation express de suppléments pour, par exemple, transport de matériel spécifique. Donc, vous avez fait une demande à l'agence. Donc, en fait, on voit bien que le projet de son voyage était de faire du kitesurf. Il se déplaçait pour ça, les compétitions de kitesurf, etc. Là, on a accepté de transporter, en tout cas, on a fait une demande, il a payé un supplément pour son matériel de kitesurf. Si on le déplace dans un endroit où il n'y a plus de vent, c'est connu pour ne pas pouvoir faire de kitesurf, et ben peut-être que ce client-là en particulier, peut-être que ce ne sera pas un élément essentiel pour d'autres clients du même hôtel. En revanche, pour lui, qui avait bien précisé, en tout cas, on a des indices sur le fait que effectivement son voyage était dédié au kitesurf et que la destination, l'hôtel, etc., ont été choisis par lui pour lui permettre cette pratique. Et il le prouve avec j'ai payé 200 € de supplément, je l'ai dit à l'agence, etc., etc. Peut-être que là, on considérera que sa modification, contrairement à d'autres PAX, est essentielle pour lui. C'est ce qu'on appelle en fait voilà, un élément qui aura été déterminant dans son choix du produit et dans le choix de passer par vous et pas par une autre agent de voyage qui ne proposait pas un hôtel bien exposé. Donc ça compte. Et ensuite, on considère finalement, d'une manière générale, que un élément essentiel, c'est ce qui a été déterminant pour le voyageur quand il est venu vous voir. Qu'en général, on se dit la destination en général, hein, on ne parle pas de la ville, sauf cas très particuliers. Mais pour un club, voilà, on parle, il voulait aller en Tunisie, il est toujours allé en Tunisie. Si vous le mettez en Grèce, là, vous êtes dans un élément essentiel. Les dates de départ et de retour, les infrastructures de l'hôtel que vous lui vendez. Alors, si vous lui proposez une option avec des infrastructures similaires,
on ne parle pas nécessairement de stricto sensu identique, similaire, alors on pourra défendre que c'est peut-être pas essentiel. En revanche, si les infrastructures sont drastiquement différentes ou qu'il en manque la moitié, oui, peut-être qu'on pourra considérer que c'était un élément essentiel. Le nombre de nuitées, bien sûr, hein, si on écourte drastiquement son voyage, ça peut changer. La fermeture, titre d'exemple, de l'unique piscine de l'hôtel en plein été, bien sûr, élément essentiel. Ou la fermeture du mini-club dans un club de vacances en plein été pendant les vacances scolaires. On a aussi, et ça c'est sans ambiguïté, c'est prévu par le Code du tourisme, la hausse du prix qui serait supérieure à 8% du prix du voyage. Et donc ça, c'est vraiment un élément essentiel. Il n'y a pas à discuter, c'est comme ça, c'est écrit dans le code. Ça donne pas lieu à interprétation. Tout en notant que toute hausse de prix est encadrée si strictement. On n'a pas le droit de changer le prix comme ça parce qu'on a envie, parce qu'on a trouvé qu'on ne l'avait pas mis assez cher, etc. Ça, on n'a pas le droit de le faire, hein. Le contrat, il est passé, il est engagé. Une hausse de prix, c'est une révision de prix strictement encadrée. On le verra un petit peu plus tard. Voilà. Encore une fois, ça nécessite une étude au cas par cas, une analyse approfondie, des arbitrages qui sont faits en interne, et qui tiennent compte aussi parfois du dossier en particulier. Ce qui explique pourquoi, parfois on peut avoir un client pour qui c'était essentiel et que ce n'est pas essentiel pour un autre. Voilà. Donc, il faut savoir que même si le client il accepte la modification, qu'il accepte de partir avec le nouveau voyage projeté, on ne peut pas l'empêcher de nous attaquer pour demander des dommages et intérêts s'il est établi qu'il a subi un préjudice du fait de ces modifications. Donc, dans ce cas-là, ce sera le juge qui tranchera si oui ou non le fait qu'il ait accepté la modification vaut au nouveau contrat et que il n'y a pas eu de manquement, que la règle a bien été appliquée, etc. Et qu'il n'y a pas de préjudice lié à ça, soit effectivement, il considère qu'il y a eu un préjudice et il peut lui accorder des dommages et intérêts. Notamment si on ne respecte pas bien le process impliqué par le Code du tourisme. Donc je le rappelle, celui-là il est un petit peu différent. C'est comme tout à l'heure, on informe le client par écrit le plus tôt possible, c'est-à-dire immédiatement. On propose dans ce cas-là une solution de substitution en précisant bien si ça a un impact sur le prix et donc le donner, ou la résiliation sans frais pour le client. Théorie, quand on modifie un élément essentiel, la proposition qu'on lui fait, d'un point de vue juridique, ce que dit le code, voilà ce qu'il dit. Alors donc on est là, le client il a le choix, soit il accepte la modification avec ou sans impact sur le prix, soit il refuse la modification, et auquel cas, il est remboursé intégralement des sommes qu'il a versées. En théorie, selon le code toujours, encore une fois, là je ne suis pas sur la pratique des TO, etc. Je ne sais pas ce qu'il en est d'un point de vue pratique. Parce que parfois on peut avoir des contraintes matérielles, des contraintes de temps. En tout cas, là c'est la lettre du texte. C'est le remboursement du client sous 14 jours, des sommes intégralement versées. Ensuite, on arrive à la modification du prix avant le départ, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, oui, on peut modifier le prix, mais les conditions de cette modification, elles sont vraiment strictement définies par le Code du tourisme. Il y a un cadre, on ne peut pas le faire en dehors du cadre. Comme je vous disais, on ne peut pas se dire, mince, au début de saison, on a vraiment sous-évalué le prix de ce produit. Il faut absolument qu'on l'augmente et on l'augmente tout de suite maintenant pour les gens qui sont déjà inscrits. On a le droit de changer nos prix au fil du temps, mais c'est pour les clients qui ne sont pas inscrits. En revanche, tous ceux qui sont inscrits avec un prix, avec un tarif,
En fait, ce tarif-là, on n'a pas le droit de le modifier comme ça, de façon arbitraire. Les seules façons de le modifier, c'est d'une, il faut que le contrat l'ait prévu, pardon, si je vais pas parler n'importe comment, le contrat l'est prévu. Il faut indiquer au voyageur qu'il a le droit, le cas échéant, à une réduction de prix, hein, quand la variation elle est dans l'autre sens. Ici, chez TUI France, c'est fait dans les CGV. C'est prévu à chaque saison l'article révision de prix, s'il le faut, est mis à jour. Ensuite, s'il n'y a pas de mise à jour, bon, bah, il reste le même, mais c'est pour ça qu'il faut bien connaître ces CGV et ne pas avoir et bien faire en sorte de donner au client les CGV qui sont applicables à sa date de réservation ou de départ à vérifier. Donc le contrat, donc, il prévoit de quelle manière la révision de prix doit être calculée. Encore une fois, chez nous, c'est le même article. On a un article qui explique que les prix sont calculés de cette façon, avec telle référence de prix, etc., etc. Et elle n'est possible que si elle est due à une évolution du coût du carburant ou des sources d'énergie, des taxes ou redevances sur les services de Mais voyage. ça fait longtemps qu'on travaille avec la dame. On avait déjà bloqué quelque chose, quoi. Et oui, ouais. Ah bah écoutez. Après, ouais, je comprends. Mais du coup, non, ça a été un peu compliqué. Puis du coup, elle m'en fait une cliente après. Je pense que c'est un micro qui n'est pas fermé. Donc des taxes et redevances sur les services de voyage prévus dans le contrat. Donc, ça peut être les taxes touristiques, les taxes d'aéroport, les taxes d'atterrissage, d'embarquement, etc., etc. Le taux de change en rapport sur le contrat, que ce soit sur les prestations terrestres ou les prestations aériennes. Et puis, l'autre règle, c'est que cette modification, si donc tout entre dans les clous et qu'une modification doit être appliquée, elle doit être notifiée au client par écrit au plus tard 20 jours avant le début du voyage, de manière claire et compréhensible, donc par écrit, hein. Et souvent, elle doit être assortie d'une justification et d'un calcul. Nous, chez TUI France, en fait, c'est pour ça qu'on fonctionne comme ça, les CGV donnent d'ores et déjà les éléments du calcul du prix. Il est là, c'est dans l'article, en théorie, l'article 5, révision du prix. Donc, je vous invite à aller le lire, il est un peu complexe, mais il faut savoir qu'il existe. Évidemment, si, comme on le disait plus haut, si la hausse de prix, elle atteint 8%, du prix du voyage, alors on met en œuvre le mécanisme qu'on a vu juste avant, où on modifie un élément essentiel et donc le client a le droit entre accepter ou annuler son prêt. Donc, ce qui est prévu aussi par le Code du tourisme, hein, c'est que si le professionnel s'octroie le droit de réviser le prix en fonction à la hausse, il doit aussi pouvoir le réviser à la baisse si par exemple un client vient démontrer que selon les nouvelles données, le calcul qui avait été fait par TUI France, aujourd'hui, il y a un impact sur son contrat. Donc lui, il veut une réduction de prix proportionnelle. Ça arrive assez rarement, hein, parce qu'en général, on est souvent dans les hausses. Donc voilà, mais si on applique la révision de prix, on doit appliquer dans les deux sens. C'est ce que prévoit le code. Si par exemple on ne l'applique pas du tout, c'est-à-dire on le prévoit mais on ne révise jamais le prix, même quand on absorbe les hausses, on pourrait peut-être se défendre de dire comme on absorbe les hausses, on ne répercute pas non plus les baisses. Ça se tient, je pense. Et je vous avoue que là-dessus, je ne m'avancerai pas parce que je ne traite pas, moi, directement la partie révision de prix. Donc, je n'irai pas m'avancer sur les pratiques de TUI France sur le sujet. Je ne pourrais pas vous dire. Pour récapituler tout ça, je me suis dit qu'on allait se faire un petit quiz encore sur l'annulation ou la modification avant le départ. Et bon, je suis revenue en arrière. Ah non, je pense qu'on allait faire le quiz, mais non, je me suis trompée. Je suis allée un peu vite. Donc, on a dit le professionnel, on a parlé de la modification, mais là, on va parler de l'annulation.
Donc, le professionnel, est-ce que oui, il peut annuler ou pas avant le départ? Donc, on a plusieurs cas. On a oui, encore une fois, avec des conditions très spécifiques. Un, l'annulation classique, c'est-à-dire parfois on est contraint d'annuler le séjour, pas nécessairement juste contraint pour plein de raisons. Donc, on doit informer le client. Hein, donc, par tout moyen permettant d'accuser réception, c'est toujours par l'écrit. Donc, courrier, mail. On doit le rembourser intégralement des sommes versées sous 14 jours et lui payer l'indemnité au moins égale à celle que lui, il aurait payée s'il avait annulé à la même date. C'est ce qu'on appelle l'indemnité miroir. Ça aussi, ça apporte aussi de l'importance à la communication des CGV et à ce que le client connaisse bien le barème applicable à son produit, puisque dans les CGV, on a quand même plusieurs barèmes en fonction des produits. Donc, il est important que le client ait bien connaissance du bon barème pour pas nous demander un barème excessif ou une pénalité miroir excessive. Donc, évidemment, le client, s'il a subi un préjudice du fait de l'annulation de ses vacances par le Théo, peut demander en justice des dommages et intérêts. Donc ça, c'est le cas classique. On décide d'annuler un départ. Là, voilà le fameux barème. Donc toujours, pour que ça passe un petit peu mieux, toujours doubler, si possible, l'information écrite d'un appel téléphonique, parce que parfois, on arrive non pas à devoir annuler purement et simplement, mais parfois le client accepte de partir sur un autre voyage, etc., etc., et on s'évite justement cette partie-là, le litige, etc. On a ensuite le deuxième cas, c'est pour les circuits, les insuffisances de participants. Donc là, pour le coup, nous, on a le droit d'annuler sans frais si le nombre de personnes inscrites pour le voyage est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat. Donc là, c'est une possibilité qui est intéressante. Encore faut-il que le nombre minimal de participants ait bien été porté à la connaissance du client. Donc, il y a un point de vigilance, c'est le délai de notification et fonction de la durée du séjour. Donc, quand vous recevez l'information, il ne faut pas tarder à informer le client. Si, en fait, la durée de voyage est de 6 jours, plus, alors le préavis, c'est de 20 jours. C'est-à-dire qu'on peut annuler sans frais si on le prévient au moins 20 jours avant son départ, dès lors que son voyage a une durée de 6 jours. On précise, hein, dans le cas, ça concerne surtout beaucoup les circuits, hein, pas les clubs, hein, puisque les clubs, il n'y a pas de minimum de participants. Si le voyage, c'est une durée de 2 à 6 jours, un préavis de 7 jours. Et si on est sur un city trip de 2 jours ou inférieur à 2 jours, on a un préavis de 48 heures. Là, on peut annuler sans frais et sans la pénalité miroir. Parce que le motif, il n'est pas arbitraire, il est insuffisance de participants. Et l'insuffisance de participants, elle est bien portée à la connaissance du client, puisque en théorie, dans nos brochures, sur nos circuits, sur nos fiches techniques, on a l'indication du nombre minimum. Pour vous, c'est clair cette partie insuffisance de participants? Faut pas la confondre avec. C'est vrai qu'elle s'applique finalement quasiment de mémoire qu'aux produits chez TUI, qu'aux produits NF, du coup. Et puis à certains Théo tiers, bien sûr. Donc, moi, je vous alerte là-dessus parce que si le Théo tiers, je vous avoue que je ne suis pas sûre que ce soit dans le contrat, le minimum de participants. Pour moi, est sûr dans la fiche technique, sûr sur la brochure, mais est-ce que ça remonte sur Viaxeo? Je ne suis pas certaine. Oui, je suis pas certaine que ça remonte automatiquement. Non. Mais dans tous les cas, c'est écrit sur la fiche technique que vous lui remettez, je pense. Et donc, ce qui est important, c'est surtout aussi quand vous vendez les théotières, parce que
Voilà, bien s'assurer que si eux vous notifient quasiment, vous notifient, je sais pas moi, 7 jours avant, bah, que vous ayez en tête qu'il faut le faire tout de suite parce que la notification, elle doit être faite au minimum 6 jours avant le départ. 20 jours avant le départ, pardon, je recommence ma phrase parce que là, du coup, j'ai pas du tout été claire. Pour un circuit d'une durée de 6 jours, si le TO vous prévient 21 jours avant le départ, vous arrêtez tout, vous le faites tout de suite. Comme ça, vous êtes sûr, vous, d'avoir respecté le préavis. Le fait que le mail n'apparaît pas sur le contrat, oui, si ça n'apparaît pas sur le contrat, que vous l'avez pas mis et que vous avez bien transmis la fiche client et que c'est dans la brochure, nous, on s'appuiera là-dessus, Valérie, pour défendre le dossier et pour dire que l'information avait été fournie, puisque le descriptif produit le dit. Après, on n'est jamais à l'abri qu'un juge ne trouve pas ça suffisant. Vous savez comment c'est. Parfois, on a des décisions où on va avoir un juge qui va entendre nos arguments. D'autres fois, on ne l'aura pas. Mais là-dessus, moi, je trouve qu'on est quand même pas mal clair. C'est écrit à plusieurs endroits. Moi, pour moi, c'est défendable. Et ensuite, on a le cas numéro 3, circonstances exceptionnelles et inévitables. Là, c'est encore un cas où effectivement, on ne va pas avoir à payer la pénalité miroir. Donc, c'est parce qu'on est complètement empêché d'exécuter le contrat par un événement qui est extérieur à nous et qui est extérieur à nous et qu'on n'aurait pas pu éviter de toute façon, même si on avait mis toutes les mesures appropriées en œuvre pour éviter les conséquences de l'événement, on ne pouvait rien y faire. C'est le cas, par exemple, vous vous souvenez de la tempête d'Orient aux Bahamas. Bon, là, typiquement, c'est un cas de circonstance exceptionnelle et inévitable. Donc là, évidemment, on informe le client le plus rapidement possible. On lui rembourse intégralement les sommes qu'il a versées. En revanche, on ne lui donne pas la pénalité miroir, puisqu'on n'annule pas arbitrairement ou unilatéralement, sans raison extérieure, son voyage. On est vraiment contraint et on est empêché d'exécuter, même si on avait fait, même en mettant toutes les mesures possibles, ce n'est pas possible. On ne peut pas les envoyer, on ne peut pas exécuter le contrat de voyage. Ah oui, c'est là où je pensais être tout à l'heure. Donc, du coup, je voulais refaire pour terminer sur la modification du prix. Je voudrais faire un petit quiz avec trois cas. Donc, on se dit, la mise en situation, c'est que le gouvernement thaïlandais, il vient d'annoncer une hausse de la taxe d'aéroport de 100 € par personne. Après avoir fait le point sur tous vos dossiers impactés, vous vous rendez compte que vous avez 3 séjours à traiter. On va commencer par le séjour A. On est sur un départ qui est prévu dans 10 jours pour 5 pax, donc 5 fois 100 €. Et le montant total du voyage est de 6 500 €. Est-ce que j'ai le droit de réviser le prix pour impacter la hausse de la taxe sur ce séjour A, parce que le montant est de 500 € et ne représente pas plus de 8% du montant du séjour. Donc j'ai le droit ou pas, vrai ou faux, selon vous? Alors du coup, on a les deux réponses. On a des faux et des vrais. La réponse, c'est faux. C'est faux, effectivement, parce que bien que le montant soit inférieur à 8%, c'est exactement ça, c'est le délai. On est à moins de 20 jours. Le départ est prévu dans 10 jours. Donc en fait, on n'est plus dans le cadre, le cadre de la timeline où la révision de prix serait permise, même si le montant est inférieur à 8%. Ensuite, on va à notre dossier B. Toujours sur le même sujet, cette fois-ci, il part dans 25 jours. Il est tout seul et le montant total du voyage est à 1 000 €. Et de la même façon,
pour le coup, je n'ai pas le droit de réviser le prix pour impacter la hausse de la taxe sur le séjour B, car le montant de 100 € représente plus de 8% du montant du séjour. Vrai ou faux? Alors en fait, c'est une réponse à nuancer pour celui-ci, parce que bien que le montant de la hausse soit supérieur à 8%, je peux répercuter en fait la hausse compte tenu de la nature de la révision qui est bien une hausse de taxe. Le départ est prévu dans 22 jours, donc je suis bien dans le délai et je suis bien dans le type de taxe possible. En revanche, je nuance parce que comme la hausse est significative, elle rentre dans le champ de la modification d'un élément essentiel. Et donc là, je dois donner au choix le client de s'acquitter du prix, de 100 €, et donc d'accepter ou alors de refuser la répercussion. Et là, il a le droit d'annuler sans frais. Donc moi, mon rôle en tant qu'agent de voyage, c'est de l'informer le plus tôt possible de la possibilité qu'il a d'annuler ou de payer le prix de 100 €. Céline me dit, on peut mettre 80 €. Tout à fait, à titre commercial, on peut très bien absorber une partie de la hausse de façon à ce que la répercussion au client soit inférieure à 8%. Et donc, si on lui répercute que 80, c'est quoi 80 €, ça, dans ce cas, si on tombe sous les 8%, et sous les 8%, là, on pourrait lui répercuter en ayant absorbé l'excédent. C'est une décision commerciale stratégique. Il y a d'autres questions avant de passer au cas d'après. Ensuite, notre dernier dossier, celui-ci, on est un départ dans 30 jours, on a 2 PAX et le montant total est 3 000 €. J'ai le droit de réviser le prix pour impacter la hausse de taxe sur le séjour, car le montant de 200 € ne représente pas plus de 8%, et le départ est prévu à plus de 30 jours. Les clients ont en revanche, en fait il y a deux questions, les clients ont en revanche la possibilité de refuser le nouveau prix et d'annuler sans frais. Vrai ou faux? Donc on a sur la première partie, on a effectivement, j'ai le droit de répercuter la hausse puisque je suis bien sur une hausse de taxe d'aéroport, ça rentre dans le champ de la révision de prix, le montant est inférieur à 8%, donc je peux répercuter la hausse, je dois en informer le client. En revanche, et je pense que c'est à ça que la plupart d'entre vous avez répondu juste après en disant faux, effectivement, sur la deuxième partie de phrase, la hausse de prix étant inférieure à 8%, la modification sera considérée comme mineure et donc le client ne pourra pas annuler sans frais. Il devra s'acquitter des frais d'annulation contractuelle. Ça va pour vous sur la modification? On peut passer